Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mardi 31 août, infos pratiques, rencontres, reportages, la météo de ces prochaines heures et à la fin de votre journal, grand invité ce soir, Marie-Pierre Gramaglia, conseiller pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme qui a quitté tout à l'heure ses habits de ministre après 10 ans et demi passés au service de la principauté. Marie-Pierre Gramaglia a accepté ce soir notre invitation. Rendez-vous dans 10 minutes, un entretien à ne pas manquer. 48 heures après la fin des grandes expositions de l'été au Grimaldi Forum, son directeur général, Sylvie Biancheri, reviendra sur la fréquentation d'un lieu incontournable pour la culture, le spectacle et le monde des affaires, qui va retrouver du passage et nombre d'habitués dès le début de ce mois de septembre. Enfin, les sports et le premier match amical pour l'AS Monaco Basket en stage en Italie. Une défaite sans conséquence hier pour débuter, mais surtout de belles promesses pour cette longue saison à venir sur la scène européenne avec la prestigieuse Euroleague comme le championnat de France habituel. Mais juste avant de revenir sur la performance de la Roca Team, avec vous, Patricia Navarro, un premier point sur l'actualité près de chez vous et cette note positive et encourageante à quelques jours de la rentrée à Monaco sur le front de la pandémie de Covid. La situation s'améliore nettement. Bonsoir à vous, Patricia. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5 cas positifs ont été enregistrés lundi. Et sur le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 23 août et le 29 inclus, soit 4 808 tests PCR et antigéniques, le taux de positivité s'est élevé à 2%. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur les 7 jours écoulés, est de 130,8 contre 192,96 la semaine précédente. Une nette amélioration donc. Et l'été, très attendu, la réouverture du tunnel de Fontvieille. Cela a pu perturber certains dans leur déplacement du quotidien. Après quasiment un mois de fermeture depuis le 2 août, ce tunnel descendant vers le quartier de Fontvieille rouvre dans la nuit de mardi à mercredi. Le chantier devait s'achever le 1er septembre, délai respecté donc. Cette fermeture a permis la réalisation d'aménagements pour créer une sortie de parking dans le projet du Grand Ida. Et une nouvelle recrue pour l'AS Monaco Basket. Nous l'avions aperçu à Bormio en pleine préparation aux côtés des hommes de Zvezdan Mitrovic. Brock Motum rejoint l'effectif monégasque. Cet ailier fort de 2,8 m est âgé de 30 ans. L'international australien a fini la saison dernière à Nanterre après avoir joué auparavant au Galatasaray Istanbul et après avoir surtout été finaliste de l'Euroleague en 2019 avec l'Anadolu Efes Istanbul. Une expérience qui va bien sûr s'avérer précieuse pour la Roca Team. Et justement, direction Bormio, où nous attend Frédéric Elion pour revenir sur ce match amical. Match de préparation hier soir entre Monaco et Istanbul, Frédéric. Monaco, vainqueur de l'Eurocup face à l'Anadolu Efes Istanbul, vainqueur de l'Euroleague. Une affiche de gala pour boucler 2 semaines de préparation intense à Bormio. Difficile de tirer de vrais enseignements d'un premier match amical, bien sûr, mais cette équipe a montré du caractère. L'Anadolu Efes Istanbul compte jusqu'à 20 points d'avance en milieu de 3e quart-temps, grâce à une bonne adresse à 3 points, un excellent Misic et un imposant Dodson dans la raquette, efficace sur pick and roll. Mais la Roca Team n'abdique pas, les joueurs de coach Mitrovic réussissent à s'adapter au système turc, défendent beaucoup mieux, retrouvent du jeu de transition et recollent à -2, 73-71 à 4 minutes du buzzer sur cette finition acrobatique signée Ouattara. Mais Singleton et Dodson plantent 2 tirs à 3 points en fin de match pour sécuriser la victoire turque 85-75. Côté joueur, à noter l'incroyable activité de Donta Hall avec cette action pour résumer l'énergie déployée sur le terrain. Contre Dunk, l'Américain semble être bien plus qu'une simple machine à highlights. Paris Lee a sonné la révolte en 2e mi-temps. Drive, shoot à 3 points ou à mi-distance, toute la panoplie y est passée. Donatas Motiejunas a montré toutes ses qualités au scoring, aussi bien main gauche que main droite avec son hookshot. Andouzic, Ouattara et le jeune Armel Traoré se sont aussi illustrés. Malgré la défaite, Monaco a montré de bien belles choses face aux vainqueurs sortants de l'Euroleague. I feel like we held our own. You know, that's a great team, probably the best team in Europe as of now.
I feel like we had made a couple mental mistakes that could have been game changer plays. So, just watch a little film and then we just build off that. For sure, man. They just showed what kind of team we are. We're scrappy, we fight, and I'm looking forward to how we do in the EuroLeague. Moi, je pense que pendant les 2 semaines de préparation qu'on a fait avec l'équipe, on a pu apprendre à se connaître, tout ça. Et ça nous a permis de pouvoir tenir tête aux champions d'Euroleague en titre. Nous, on est des rookies, entre guillemets. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage que par rapport au premier. Ça montre qu'on peut être performant cette année en Euroleague et malgré la défaite, il faut prendre toutes les choses positives. Le deuxième match amical contre l'Anadolu Efes Istanbul a été annulé. Prochaine rencontre donc pour la Roca Team le 4 septembre à Athènes. Avec nous ce soir, le directeur général du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous vois dans la verrière là, au Grimaldi avec un énorme sourire, symbole peut-être d'une petite reprise en douceur ou une vraie reprise pour vous, comme on l'espère tous ici en Principauté? Non, la reprise en douceur, elle a eu lieu au mois de juin. On a déjà accueilli la chance d'avoir quelques événements et c'était formidable. Ça a permis vraiment aux équipes de se remettre dans l'activité. Et c'est vrai que l'été a très bien marché. Et puis la rentrée s'annonce effectivement, on croise les doigts, mais elle s'annonce très chargée avec beaucoup d'événements. Des événements récurrents, les salons habituels de l'automne, mais pas seulement, également tous les salons du printemps qui avaient été reportés sur l'automne, puisque tout le monde capitalisait, tous les organisateurs évidemment se projetaient davantage sur l'automne pour cette reprise. J'aimerais juste qu'on démarre, peut-être qu'on détaille encore, parce qu'il y a 2 expos formidables qui viennent de se conclure, pas plus tard que dimanche dernier, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, 2 grandes expositions. Giacometti, on a finalement 32 500 visiteurs qui sont venus l'admirer. Une grande satisfaction pour nous. Je rappelle que, par exemple, pour Bacon, on avait dans une situation normale 36 000 visiteurs. On n'était pas dans la normalité début juillet. Début juillet, on avait l'annonce de cette 4e vague qui a quand même été un poison, je dirais, pendant tout le mois de juillet en termes d'incertitude, en termes de passe sanitaire. Donc c'est vrai que le mois de juillet a été un démarrage un peu plus compliqué que d'habitude. Plus poussif. Mais voilà, quand même une très très belle reconnaissance pour une exposition qui, ça c'est notre 2e satisfaction, a été reconnue unanimement par tout le monde, par la presse internationale. Et finalement, cette expo a, je crois, marqué sa différence, su montrer vraiment toutes ses particularités et ce savoir-faire, encore une fois, que l'on a, je n'ai pas peur de le dire, que l'on a au Grimaldi Forum et qui a été récompensé. Oui, il y avait très belle expo juste à côté des bijoux d'artistes aussi, qu'on n'oublie pas, de Diane Venet. 6 500 visiteurs pour cette exposition, qui était dans un format différent, bien sûr, mais c'est aussi une belle reconnaissance pour nous. Donc on a eu le plaisir de retrouver un Grimaldi Forum très fréquenté cet été. Ça nous manquait, bien évidemment. Un concert de Patrick Bruel qui a fait le plein et la joie aussi des visiteurs, suivi des ballets. Enfin voilà, une vraie reprise. Et des salons qui arrivent très vite, le dit, parce qu'il faut compenser les annulations des années, des mois précédents. Et puis surtout, il faut repartir avec des salons qu'on a l'habitude de voir à Monaco, comme le salon anti-âge qui arrive très vite, ou très vite, et puis également le Luxpack qui arrive aussi, ou les assises de la sécurité. Avant Luxpack, le salon anti-aging, et puis des salons dont vous avez l'habitude d'entendre le nom, les assises de la sécurité, Sportel. Encore une fois, des salons qui se cumulent, les salons habituels de l'automne plus ceux du printemps. Une activité superchargée dans des mesures sanitaires extrêmement strictes, des contrôles de passe sanitaire, bien évidemment. Il y a également des expositions, parce que là on sort d'une exposition formidable de Giacometti, donc on attend la suivante. C'est quel thème? C'est quel artiste? L'expo de l'été prochain, elle sera consacrée à l'univers de Christian Louboutin, célèbre chausseur. Ce ne seront pas les chaussons rouges, mais les semelles rouges, et qui nous emmènera dans son univers extrêmement créatif. Mais ça n'est que l'été prochain. Pour l'automne également, on a parlé beaucoup du tourisme d'affaires qui est très présent, mais on n'oublie pas le plaisir de notre public avec Julien Clerc le 11 septembre, avec les Sérénissimes de l'humour, avec l'orchestre, l'opéra, les ballets que l'on connaît. Enfin voilà, le grand retour de Benjamin Biolay le 4 décembre, enfin le retour aussi de nos spectacles. On a parlé de 2022 avec les chaussures, avec le boutin. Est-ce que vous travaillez déjà sur 2023, 2024 en expo? Parce que c'est long de monter des grandes expositions. Est-ce qu'il y a une belle surprise à nous annoncer ce soir?
Oui, je peux vous annoncer 2 belles surprises parce qu'effectivement, les expositions de 2023 et 2024 sont déjà dans la boîte, si je puis dire, en tout cas dans la boîte contractuelle. Nous avons des engagements. Donc l'exposition 2023, ce sera une grande exposition sur Monet et le travail de la lumière dans l'œuvre de Monet. Ça s'appellera Monet capturer le soleil. Et puis 2024 également, nous venons de signer avec la Tate à Londres une exposition autour des paysages de William Turner, donc ce grand paysagiste anglais que tout le monde connaît et qui a inspiré énormément également d'artistes contemporains. Et donc ce sera ce travail de rapprochement entre le travail des paysages de Turner et l'inspiration suscitée auprès d'artistes contemporains qui sera montré, donc des grandes toiles, des grands formats de Turner qui nous viendront de la Tate Gallery, avec également donc des prêts contemporains qui proviendront également de la Tate. Voilà. Formidable. Donc un très grand projet avec Londres cette fois-ci. Vous savez, on aime bien toucher, on garde toujours ce côté international et on aime bien toucher voilà, un public aussi différent à travers des expositions d'artistes étrangers. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Sylvie Biancheri. Merci infiniment, merci beaucoup. Bonne soirée. On reste dans le domaine de la culture, Patricia, avec quelques idées de sortie avant d'attaquer la grande rentrée. Oui, avec pour commencer l'opportunité de voir des œuvres emblématiques à la galerie Other & Wirth, qui a ouvert ses portes au mois de juin dernier dans un espace situé au One Monte Carlo. On peut y découvrir l'exposition Maladie de l'amour de Louise Bourgeois, comprenant des sculptures, des installations et des œuvres papier, ainsi que la majestueuse araignée indissociable du travail de l'artiste française naturalisée américaine. À la Villa Saubert se poursuit l'exposition du nouveau Musée national de Monaco, intitulée Marginalia. Une jolie création qui nous emmène dans le secret des collections de bandes dessinées. Cette exposition s'articule autour de prêts inédits, issus de collections publiques mais aussi privées. Le nom Marginalia est tiré de petits dessins que l'on trouvait au Moyen-Âge dans la marge des manuscrits, ce qui peut être considéré comme l'une des origines de la bande dessinée. Les néophytes, comme les fous de BD, y découvriront des œuvres très connues, voire incontournables, comme des inédits également. Et puis l'heure du départ approche pour l'équipe de Monaco Interexpo. Et oui, plus que quelques jours et toute l'équipe s'envolera pour Dubaï pour y rejoindre le pavillon de Monaco à l'exposition universelle. Le temps de prendre leur marque et tous seront prêts pour accueillir les visiteurs à compter du 1er octobre et pour une durée de 6 mois. Vous le voyez sur ces images, tous se sont vus remettre hier leur billet d'avion, départ imminent. Et dans la série de nos grands entretiens sur Monaco Info, ce soir, après une dernière journée passée à son ministère de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia est notre invitée prestige. Bonsoir Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir Christophe. Merci de venir nous rejoindre le soir de votre grande dernière au gouvernement. Tout à fait. Ouais. C'est une émotion particulière ? Oui, bien sûr, c'est une émotion particulière après une tranche de vie de plus de 10 ans. C'est avec un petit pincement au cœur que je pars. On dit quoi ? On dit une décade prodigieuse, tout s'est bien passé. C'était long, c'était court, c'était Je vous laisse le soin de mettre un adjectif à cette décade. C'était une tranche de vie, une véritable tranche de vie, 10 ans, mais que je n'ai pas vu passer. Un échange formidable avec une équipe formidable au sein du département. Et je tiens à les remercier aujourd'hui pour tout ce qu'ils ont apporté à la Principauté, au département et à moi. On a vraiment formé une équipe extraordinaire et des réalisations pour la Principauté, des projets, des échanges. Et en même temps, je n'ai pas vu ces 10 ans passer. C'est ça, c'est passé très vite. Hein. Très, très vite. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul chantier chez vous, il y en a plusieurs. Parce qu'en plus, vous avez l'équipement, vous avez l'environnement, vous avez l'urbanisme. On peut revoir ensemble, si vous voulez, tout ce qui s'est passé à Monaco depuis 10 ans. Ça vous dit ? Si vous voulez. Grâce à Alexandra Pani, qui nous propose de revenir sur ces 10 ans au gouvernement. Ténacité et énergie, deux qualificatifs essentiels pour diriger pendant 10 ans et 7 mois l'un des plus importants et complexes ministères de l'administration monégasque. C'est en janvier 2011 que Marie-Pierre Gramaglia prend ses fonctions en tant que conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, 3 piliers pour imaginer la principauté du futur.
Elle est la deuxième femme à occuper ce rang après Sophie Thévenoud aux finances de 2009 à 2011 et la première au sein de ce département traditionnellement administré par des hommes. Entrée en 1993 dans l'administration monégasque, c'est sous Michel Roger qu'elle devient conseiller de gouvernement et voit ainsi se succéder 3 ministres d'État. Plus d'une décennie consacrée aux grands chantiers qui dessineront la principauté de demain, des dossiers qui ont souvent mis Marie-Pierre Gramaglia en confrontation directe avec les membres du Conseil national. Avec pugnacité et énergie, elle a défendu ses grands projets, logement domaniaux, chantier du nouveau centre hospitalier Princesse Grasse, mais aussi l'îlot Pasteur qui accueillera le nouveau site du collège Charles III, ou encore les chantiers privés d'envergure comme l'extension en mer avec le nouveau quartier Maréterra. Des chantiers qui provoquent souvent des désagréments pour la population, mais à cela, elle répond qu'ils sont essentiels au développement de la principauté et qu'un équilibre doit être trouvé entre qualité de vie et développement immobilier. La mobilité, autre volet prioritaire de ces 10 années, et ce projet que le conseiller aura porté à bout de bras, la fluidification des véhicules aux entrées de la principauté avec notamment la création de la liaison marquée et l'imposant tunnel descendant Albert II à l'entrée ouest de Monaco. Un chantier qui soulevait beaucoup de réserves et qui aujourd'hui a prouvé son utilité pour le désengorgement de la principauté aux heures de pointe. Avant son départ en juillet dernier, un nouveau dossier prend un virage concret avec la pose de la première pierre de ce qui sera la future bretelle d'autoroute A8 de Beau-Soleil. Rendre la circulation plus fluide, mais également les transports plus propres. La mobilité douce est mise en avant avec le lancement du service Mobi, les vélos urbains Monabike, mais aussi des dossiers envisagés pour le futur, comme une navette maritime, un métro interurbain ou pourquoi pas un fameux téléphérique. L'environnement, pilier essentiel de cette décennie. Pour cela, plusieurs initiatives ont vu le jour. En matière d'urbanisme, la création d'un réseau thalassothermique ou le lancement du label BD2M pour une construction plus durable et moins énergivore. Une gestion raisonnée des déchets et l'objectif de 0 déchet plastique à usage unique d'ici 2030, mais aussi la création de la mission pour la transition énergétique afin d'assurer le management des projets de limitation des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables. Le conseiller de gouvernement ministre Marie-Pierre Gramaglia quitte ses fonctions ce 31 août, après plus d'une décennie à façonner le visage de la principauté de demain. Il y a un projet parmi tous ces projets qu'on vient de revisionner ensemble sur Monaco Info qui vous tient à cœur, qui est plutôt emblématique, voire symbolique. Tous les chantiers de la principauté sont emblématiques. On est sur un territoire exigu. C'est très compliqué de construire à Monaco. Il y a peut-être effectivement un chantier dont je suis un peu plus fière que les autres. Je venais d'arriver au département, c'était en 2011. Il fallait prendre une décision rapide de faire ou pas le tunnel descendant Albert II. Et la conjoncture économique nous disait plutôt il faut attendre parce qu'on va aller dépenser plus de 100 millions pour la réalisation de cet équipement. Mais si les travaux ne commençaient pas au mois d'octobre, on perdait le bénéfice de la déclaration d'utilité publique. Et j'ai vraiment, avec mes équipes, défendu ce dossier. Je suis très fière aujourd'hui que ce tunnel existe, car c'est un élément clé pour la mobilité et l'accessibilité de la principauté. Je peux faire de sous-titres, mais vous l'avez dit en substance, c'est un combat quand même, en permanence, pour faire passer des dossiers. Dans certains cas, oui, ça a été un combat, puisque je comprenais tout à fait le gouvernement de l'époque qui souhaitait faire des économies. 100 millions, on sortait de la crise de 2008. Ça a été un petit combat et je remercie le prince souverain de m'avoir fait confiance et de m'avoir écouté sur ce dossier et d'avoir permis la réalisation de cet équipement très important pour Monaco. Vous laisserez donc une trace. Vous en êtes consciente? Et si vous le dites? Oui, je pense, sur ces 10 années, plus de 10 ans quand même. Et en plus, j'allais dire, une femme qui vient à ce poste-là, c'est pas si simple que ça. Il y a 10 ans en arrière, c'était une fierté d'être parmi tous ces hommes? Alors c'était une fierté, c'était un challenge surtout. Et c'était une grande marque de confiance de la part du souverain. Et vraiment, je suis très reconnaissante, car ça a été 10 années extraordinaires. Alors, les rapports sont compliqués quand on fait des travaux, surtout pour les riverains. Ça, c'est peut-être... on sait qu'il y a toujours des crispations. Il y a automatiquement des gens qui sont un petit peu en colère contre vous quand ça fait du bruit, pour être très simpliste. Oui, alors bien sûr, c'est un département très exposé, puisqu'on travaille beaucoup sur le cadre de vie. Et les gens ne sont pas contents lorsqu'il y a du bruit, de la poussière. Oui. Enfin, c'est un département où on sait que le conseiller va prendre des coups, ça fait partie du job, on l'assume, c'est pas grave. Le but, c'est de trouver un équilibre entre la construction du Monaco de demain et
le fait de réduire au maximum les nuisances sonores, de poussière, de bruit, de tout, par rapport aux riverains. On a essayé d'être un maximum à l'écoute de ces riverains. Les Monégasques, quel regard portent-ils sur vous, pensez-vous, aujourd'hui? Parce que quand ils vous rencontrent dans la rue, est-ce qu'ils sont plutôt agressifs ou heureux de ce que vous avez fait? Ils sont plutôt bienveillants. J'ai eu des messages très bienveillants. Et je pense que le travail accompli par tout le département, avec mes équipes, parce que sans elles, je n'aurais pas pu faire tout ce qui a été réalisé pendant ces 10 années, je pense que les gens en ont conscience et remercient la principauté pour tout ce qu'elle leur apporte. À votre poste, pendant 10 ans, on n'est pas sur, j'allais dire, le très court terme, on est plus sur le moyen, voire le long terme. Là, vous allez laisser un héritage quelque part, parce que vous avez déjà préfiguré du Monaco de demain avec vos équipes. Vous avez déjà travaillé, par exemple, sur l'extension mer, l'hôpital, des choses comme cela. Il y a beaucoup de dossiers qui sont effectivement lancés, des équipements majeurs futurs pour la principauté de Monaco. Vous avez parlé de l'hôpital, le futur collège, la médiathèque, l'usine de traitement des déchets. Enfin, beaucoup de projets lancés, mais il y en aura certainement d'autres. Celui qui arrivera le plus vite, c'est lequel finalement? C'est l'extension en mer, c'est quoi? C'est dans 3 ans ou c'est l'îlot Pasteur? Alors l'extension en mer avance très vite. Très vite, je pense que ça sera la première livrée. Il y aura aussi l'îlot Pasteur en 2025, donc à peu près la même année. Et l'hôpital un peu plus tard. Et pour les déchets, pour le traitement des déchets? L'usine de traitement des déchets, une décision doit être prise rapidement pour savoir quelle technologie on va finalement retenir. Et on est dans une livraison, je pense, dans les années 2026-2027. Marie-Pierre Gramalia, vous avez parlé de l'extension en mer, qui veut dire extension, donc urbanisme, chantier haute, mais il y a une protection de l'environnement qui est très importante. On sait que le prince souverain y tient, le moindre coquillage, on sait que les éléments sont importants ici à Monaco. Oui, c'était d'ailleurs dans ma feuille de route, c'est-à-dire construire le Monaco de demain, d'accord, mais pas au détriment de l'environnement. L'exemple le plus flagrant, c'était cette extension en mer de 10 hectares qui avait été reportée en 2008. Donc protection de l'environnement. On a également travaillé avec mes équipes sur un nouveau label qui est BD2M, bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Et toutes les constructions nécessitent une étude d'impact un peu environnementale avant d'être lancées. Et aussi, pendant cette décennie, l'objectif quand même 2030, qui tient à cœur à tous les Monégasques et tous ceux qui aiment la nature ici, la faune, la flore, et puis notre planète, comme je le disais tout à l'heure, je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cet objectif 2030, est-ce qu'on dit qu'il est ambitieux, il est assez ambitieux, il est trop ambitieux de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre, par exemple? Il est ambitieux, mais la question, ce n'est pas de savoir si on va y arriver, c'est de tout faire pour y arriver. Donc tout faire pour y arriver, ça veut dire travailler sur les 3 secteurs clés qui produisent des gaz à effet de serre, la mobilité, bien sûr, l'énergie dans les bâtiments et les déchets. Le Monaco idéal de Marie-Pierre Gramalia, c'est quoi? C'est une ville piétonne avec des grands parkings à l'extérieur, un téléphérique, un métro, des navettes dans 10 ans, un peu partout, maritime? Non, c'est une ville où j'espère qu'il n'y aura pas trop de tours parce qu'il faut qu'on puisse garder un peu de soleil dans nos rues. C'est une ville où il y aura des espaces verts. On a lancé la stratégie nationale de la biodiversité où on développe la renaturation de la ville pour essayer de faire de plus en plus des coins jardins, des jardins suspendus, de la verdure dans les différents immeubles. Et à Monaco, où il fait bon vivre, où il y a un équilibre entre l'urbanisation et la qualité de vie. Vous dites souvent la qualité de vie, c'est important. Le travail, c'est important aussi, on le sait. Il faut savoir marier les deux. C'est un peu le conseil que vous allez donner à celle qui va vous succéder? Effectivement, c'est important de concilier les deux. Moi, j'ai toujours respecté cela et ça m'a beaucoup aidé de faire un équilibre savant entre sa vie de famille et la vie professionnelle. Et la vie de famille nous permet de nous ressourcer quand il y en a des moments difficiles. Et c'est vraiment un pilier qui nous permet de surmonter toutes les situations. J'imagine que vous êtes déjà rencontré avec Céline Caron, parce qu'il n'y a pas de passation de pouvoir sur un perron, mais ça se passe déjà depuis quelques mois, depuis que vous avez pris votre décision? C'est pas moi qui ai pris la décision, c'est donc le souverain qui a nommé Céline Caron. Et depuis que cette nomination est officielle, nous avons partagé sur les dossiers en cours au sein de ce département. Mais je connais Céline depuis pas mal d'années, c'est une amie. Donc je lui fais entièrement confiance pour l'avenir de ce département. Le petit conseil, c'est quoi? Bats-toi, continue ton combat et jusqu'au bout de tes idées. C'est pas un combat, défendre ses idées, ça c'est très important. Être une femme au gouvernement, c'est pas toujours facile, même si j'ai un peu creusé la voie après ces 10 années et demie. C'est surtout vraiment de garder cet équilibre et de ne pas se perdre. Pour vous avoir vu à l'œuvre assez souvent, et même de très près, quand on fait un débat avec vous, vous êtes quelqu'un qui ne lâchez jamais l'affaire. Vous avez votre franc-parler, vous avez une pugnacité qui est assez étonnante. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, mais je crois que c'est indispensable pour un poste
responsabilité comme conseiller de gouvernement pour l'équipement. Elle est belle cette principauté derrière nous. Elle vous plaît aujourd'hui, dans son urbanisme, dans sa construction? Elle me plaît, mais elle n'est pas terminée, elle est en devenir, c'est une transformation. Je pense que ces 10 années ont vu beaucoup de constructions prendre naissance, se terminer, des nouveaux équipements ont été livrés. Elle n'est pas terminée, dans quelques années, on aura une très belle principauté. Demain, on est le 1er septembre, mercredi, c'est la grande rentrée. Vous ne serez pas là, qu'allez-vous faire de votre journée déjà et de votre avenir ensuite, bien sûr? Écoutez, demain matin, je récupère un nouvel appartement pour ma fille, je l'installe. Je suis rentrée au département, elle avait 7 ans, elle vient de passer son bac et je l'installe dans sa nouvelle vie. C'est beau. Sportive, hein, visiblement, sa nouvelle vie. Une grande sportive, puisque la semaine prochaine, effectivement, on part toutes les deux faire les championnats du monde d'endurance équestre moins de 21 ans aux Pays-Bas. Donc ces 15 jours vont être très remplis. Et ensuite, j'aurai un peu plus de temps à consacrer, j'espère, pour la principauté. Pour la principauté, vous avez déjà des projets, évidemment? Des projets que je garde secrets pour l'instant. J'ai pas bien entendu. Merci Marie-Pierre Garmalia. Merci. On vous souhaite de magnifiques projets. Et puis bon voyage avec votre fille pour ce championnat d'endurance, hein, parce que c'est impressionnant. Merci beaucoup. La météo et une période estivale qui joue les prolongations à Monaco avec cette petite semaine de congés supplémentaires. Et le temps, et ça c'est une vraie bonne nouvelle Patricia, est toujours de la partie. C'est encore une belle journée qui nous attend mercredi, même si quelques passages nuageux ne sont pas exclus. Les températures resteront très agréables pour la saison. Il fera 20 degrés en début de journée et 27 dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 20h07. Le mercredi 1er septembre, nous fêterons les Gilles. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et la suite de nos énigmes, de nos trésors cachés ici et là en principauté de Monaco. Ce soir, direction le quartier de Fontvieille. Photo signée Mickaël, allez-y. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info, bien sûr. À demain.